Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième cours. Alors, nous avions au cours précédent commencé le cognitivisme, simple petit rappel un peu pour remettre tout en place. Donc, rappelez-vous, cognitivisme, ça dit quoi? Cognitivisme, ça dit tête vide qu'on remplit. Bam, ordinateur vierge où on vient mettre la clé USB. Alors, on avait vu donc pour cela Bandura. Bandura, qui dit Bandura, dit précurseur de la psychologie sociale. Donc, théorie sociale, théorie de l'apprentissage social et donc également le sentiment d'auto-efficacité pour lequel je vous avais donné un petit devoir, rappelez-vous. Alors, j'espère que vous avez pu consulter la petite vidéo de Bandura sur l'apprentissage social, donc avec le monsieur qui est violent avec la poupée qu'il y avait ici, donc sur la deuxième page. Et nous avions vu donc la théorie qui était assez conséquente, je vous l'avoue, sur l'apprentissage social. Donc, simplement, rappelez-vous très brièvement, on ne va pas recommencer le cours, on s'entend, le fait d'avoir observé un comportement, de l'avoir analysé, d'avoir compris quelles étaient les procédures cachées derrière pour choisir de reproduire ce comportement ou non. On avait vu également comme quoi on observait un comportement avec l'envie de le reproduire, parce que sinon on ne le reproduit pas si on n'en a pas envie. Et qu'en plus de ça, tout ça dépendait également de la particularité de la personne qu'on observe, donc si elle a une influence sur nous ou non, en fonction de si c'est notre père, notre mère ou un inconnu qu'on n'a jamais vu par exemple. D'accord? Donc on avait vu qu'il fallait être attentif quand on veut reproduire un comportement, le mémoriser, le reproduire et avoir envie de le reproduire. On avait vu également les processus symboliques avec les scripts et les règles structurales et les processus autorégulateurs. Le fait qu'un adulte, un homme, ou même un enfant, de toute façon, peut faire preuve d'autoréflexion, d'auto-organisation, d'autorégulation, voilà, d'être maître de lui-même. D'accord? Donc ça, c'était vraiment le point de vue théorique qu'on a vu ensemble la semaine dernière sur l'apprentissage social. Je vous avais donc demandé de réaliser un petit devoir sur le sentiment d'efficacité personnelle que vous avez mis dans le groupe normalement. Donc la petite vidéo à consulter. Donc vous avez eu la correction, on ne va pas revenir en long et en large là-dessus, mais simplement je voudrais quand même rappeler la notion, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, que vous ne soyez pas perdus. Alors, je vous lis la petite définition de l'encadré, qui est très important à surligner aussi. L'efficacité personnelle perçue concerne la croyance de l'individu, des gens, dans ses capacités à agir de façon à maîtriser les événements qui affectent leur existence. Les croyances d'efficacité forment le fondement de l'agentivité humaine. Donc Bandura a surnommé ce sentiment, ce principe de sentiment d'auto-efficacité. D'accord? Donc c'est vraiment le fait, c'est l'impression, le ressenti que moi, par exemple, j'ai de mes propres capacités à agir face aux événements de la vie de tous les jours. D'accord? Donc, vous aviez le devoir, avec la correction que je vous ai mise. Et donc, tout simplement, ce qu'on peut en ressortir, c'est qu'une personne ne va pas vivre la situation de la même manière et qu'en fonction de si elle a un sentiment d'efficacité d'elle ou non, elle va se sentir capable de relever le défi ou pas du tout. D'accord? Donc plus on va avoir un sentiment d'efficacité personnelle fort, plus on va se sentir capable de relever le défi, de faire face aux difficultés, aux obstacles de la vie de tous les jours, et on va avoir une augmentation de l'intérêt pour la tâche. Donc on va progresser plus facilement. Ça veut dire qu'on va s'attacher en fait tout simplement. Comme un élève qui rame devant ses tables de multiplication, si vous avez des enfants, il n'a jamais très envie au début de les faire. Mais si il se sent capable, s'il a un sentiment d'efficacité personnelle qui est assez élevé, il va faire preuve de persévérance et il va surmonter ses difficultés. Donc il va progresser très facilement. À côté de ça, si votre enfant n'est pas très sûr de lui, a peu de confiance en ses capacités, d'accord, ça va lui paraître une montagne, l'étape de multiplication. Et donc plus ça va lui paraître une montagne, moins fort il va progresser puisqu'il va faire preuve de moins, il va faire preuve de moins de persévérance. Pas qu'il ne le fera pas,
pas qu'il ne persévérera, enfin, qu'il ne persévérera pas, pardon, mais ça mettra beaucoup plus de temps. D'accord? Une petite bête. Alors, le sentiment d'auto-efficacité, ça a un impact sur la motivation. Donc, c'était la page suivante, c'était vraiment en dessous de votre devoir, on peut dire comme ça. L'impact sur la motivation, c'est le sentiment d'auto-efficacité, ne désigne pas le nombre d'aptitudes que possède l'individu, mais bien ce qu'il croit pouvoir en faire face à des situations variées. Donc là est toute la nuance. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a énormément de capacités, qui est très talentueux, qui peut faire beaucoup de choses, mais qui, parce qu'il n'aura pas un sentiment d'efficacité très élevé, va se sentir entre guillemets nul. C'est souvent ça qui sort en tout cas de la bouche des enfants, et même des jeunes, j'ai envie de dire. Mais il va moins vite faire face aux situations. Parce qu'il va avoir l'impression de ne pas pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Tandis que quelqu'un qui a peut-être moins de capacité intellectuelle, moins de capacité manuelle, d'accord, va, parce qu'il a un sentiment d'auto-efficacité plus élevé, sera beaucoup plus motivé dans sa tâche. Je prends par exemple, je ne sais pas si vous avez tous déjà une maison, mais quand on achète une maison, généralement on a quelques petits travaux à faire. Alors quand on est manuel, très manuel, on sait tout faire de ses mains, et qu'on en a conscience, je dis bien qu'on en a conscience, donc on sait qu'on est capable, qu'on a un sentiment d'auto-efficacité élevé. Qu'est-ce qui va se passer? On va être très motivé à faire les travaux dans sa maison, et ça va peut-être aller très vite. Au contraire, même si vous avez peut-être des capacités très élevées, mais que vous ne soupçonnez peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas au courant, vous n'avez peut-être jamais dû retaper une maison et donc vous n'êtes pas sûr d'y arriver, votre sentiment d'auto-efficacité personnelle, qu'est-ce qu'il fait? Poup, il descend, il en baisse, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous serez moins motivé à entrer dans la tâche, parce que vous aurez peut-être simplement peur d'échouer. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent être la cause, d'accord? Mais votre sentiment d'efficacité personnelle vraiment va jouer un bagage important là-dessus. Alors, selon Bandura, on passe donc du traditionnel transmission des savoirs. Moi, je suis le prof, vous êtes l'élève, tout ce que je dis, parole d'évangile, comme on dit, voilà. Vous prenez tout comme une lettre à la poste. Vous savez, vous, étudiants, vous savez très bien ce dont vous avez besoin. Et nous allons le découvrir ensemble. Et là, moi, je suis quelqu'un qui est un guide, qui va vous guider vers la construction du savoir. Donc c'est vraiment là que va s'enclencher la balance dans l'autre sens. On ne sera plus dans du cours magistral, dans du regarde comment tu veux tirer au panier de basket, regarde comment on fait. Je te montre et tu reproduis. Non. Moi je sais que tu sais très bien le mettre si tu le veux, le panier de basket. Ton ballon dans le panier de basket, tu vas savoir le faire. Il n'y a pas de problème. Je vais juste t'aider à y arriver. Et donc je vais peut-être te faire tirer de plus près, de plus loin, voilà, etc. D'accord? Alors, qui dit sentiment d'efficacité personnelle, grosse erreur qu'on fait souvent, on l'associe à l'estime de soi. C'est la page suivante, ici. Ça va? Alors, oui mais non. Il faut bien séparer ces deux principes. Je suis d'accord que de manière très générale, ça peut paraître proche, mais il y a une nuance énorme. Donc, je vous lis l'encadré. L'efficacité personnelle perçue concerne les évaluations par l'individu de ses aptitudes personnelles. Donc, efficacité personnelle, aptitude. Tandis que l'estime de soi concerne l'évaluation de sa valeur personnelle. Donc, l'estime de soi, sa valeur. Donc, il faut différencier ses aptitudes qui sont de l'efficacité et ses valeurs qui sont ce qu'on est. L'estime de soi, ça doit... L'estime de soi, c'est en lien avec nos valeurs propres, ce qu'on est personnellement, d'accord? Ce n'est pas en lien avec ce qu'on est capable ou non de faire. Ça, c'est de l'efficacité. Donc, je vous ai donné un petit scénario que je vais vous demander de nouveau de faire aujourd'hui et de poster simplement. C'est très rapide, hein. Mais la réponse sur le forum, de nouveau en fait pour prouver votre présence plus qu'autre chose, d'accord? Donc, petit scénario avec Maëlys qui est éducatrice dans un centre pour personnes adultes handicapées. On lui confie la gestion d'un projet et donc il va
elle va se retrouver dans soit deux situations. Donc vous avez les 4 premières lignes qui sont ben voilà, le contexte que vous prenez. Et donc vous avez des petits soit ici. D'accord? Ça c'est la première situation. Soit Maëlys se sent insultée dans son travail, et elle prend très à cœur les commentaires de ses collègues, etc. Et donc, il y a certaines choses qui vont en ressortir. Ça, c'est la première situation. Vous répondez aux deux questions. Ensuite, vous pouvez très bien avoir Maëlys qui est échouée dans sa tâche, mais qu'elle sait qu'elle peut convaincre ses collègues que ça ne vient pas d'elle le problème, etc. Vous pouvez avoir donc ici une deuxième situation, de nouveau deux questions. Je vous mettrai de nouveau donc le correctif sur le forum une fois que vous aurez rempli au cours prochain. Ainsi, à chaque fois, ben voilà, on est sûr de pouvoir laisser à tout le monde l'opportunité de montrer sa présence sur le forum. Et donc, question du sentiment efficacité. Vous allez vraiment voir dans ces deux petites situations qu'elle ressort dans une forcément et que c'est vraiment dans l'autre l'estime de soi qui va apparaître également. Je vous dis pas ni dans l'une ni dans l'autre, mais voilà. Je vous donne déjà une petite aide, on va dire, une petite astuce. Mais donc vraiment, vous allez voir que la distinction se fait très facilement à partir du moment où on a compris que la différence, c'est vraiment estime de soi, ses valeurs, et efficacité personnelle, ses aptitudes professionnelles. D'accord ? Alors, en conclusion, ben, il n'y a pas forcément un lien entre le sentiment d'efficacité personnelle et l'estime de soi. Donc, l'estime de soi est impactée uniquement lorsque la personne a engagé ses aptitudes dans la tâche. Donc, elle accorde en fait beaucoup d'importance à cette activité. Et donc, quand cela se produit, ben, la réussite ou l'échec a un effet, a une influence sur son sentiment de valeur personnelle. Elle va remettre en question sa propre valeur, alors que ce n'est pas quelque chose qui en dépend. On fait un amalgame, d'accord ? Alors, nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons le faire tout simplement. Le deuxième volet qui est le constructivisme. Constructivisme Piaget. Alors, constructivisme, donc on n'est plus dans le fait que l'apprenant c'est une tête vide qu'on remplit, comme dans le cognitivisme avec Bandura, d'accord ? On part du principe où vraiment, là, l'apprenant, il est acteur de son apprentissage en manipulant des idées, des connaissances et des conceptions. D'accord ? Donc c'est lui qui manipule, c'est lui qui est acteur de son apprentissage. C'est ce qu'on fait de plus en plus avec vous dès qu'on le peut, dans les écoles primaires, etc. aussi. Également en stage. Maintenant, quand on essaie d'apprendre un sport, par exemple, ben, on ne montre plus forcément, on les met comment dire, on met les enfants, les jeunes en action et on apprend des erreurs qu'on fait. D'accord ? Donc on redonne une place à l'erreur en fait. Donc vous, l'éducateur, vous n'êtes entre guillemets plus qu'un guide qui permet à ces jeunes, ces enfants ou ces personnes âgées, n'importe, d'avancer dans l'apprentissage. D'accord ? Vous n'êtes plus la personne qui a tous les savoirs et qui les file. Non. Alors Jean Piaget, c'est un biologiste, psychologue, logicien, etc. Il a été également prof à l'UNIF, dans plusieurs UNIF même. Et donc c'est le précurseur de la psychologie cognitive. Donc Fluo, précurseur de la psychologie cognitive. Il est connu pour sa théorie de l'apprentissage, qui a révolutionné la pédagogie et les méthodes éducatives. Donc en fait, il a éclairé la situation sur l'intelligence et il a donc développé les stades du développement. Donc c'est un cadre important. Alors ce que je voulais faire à la base, c'était de nouveau un petit travail en groupe pour dire que vous vous mettiez en contexte. Je vous invite malgré tout à le faire. Vous avez à disposition, je vous ai envoyé les différents stades qui sont ici sur une feuille horizontale dans un Word, qui ne sont pas dans l'ordre forcément, et pour lequel comment dire, tout simplement, normalement vous aurez dû les avoir sous forme de bandelettes. Remettez un numéro à côté, limite. Quelle est la première, quel est le premier stade, quel est le deuxième, quel est le troisième, quel est le quatrième. Essayez de les remettre dans l'ordre. Et en lisant ici la théorie, en fait, d'accord, c'est ce qui se retrouve dans votre théorie aussi. Selon vous, à votre avis, ça doit être plus ou moins quel âge? Donc franchement, faites-le, ça prend 2 minutes, ça revient même de lire votre feuille théorique ou de lire celle-ci. Vous aurez simplement
sur votre feuille théorique l'âge en plus que vous relirez après dans le titre. Mais au moins, ça vous permet de réfléchir et de comprendre la matière. Donc franchement, ça j'insiste, ça vous aidera beaucoup. Donc je vous demande de le faire. Mettez la vidéo sur pause du coup. Et ensuite, voilà, revenez vers moi. Et on regardera ça ensemble. D'accord? Donc faites une petite pause, prenez les bandelettes. Essayez de le faire seul du coup. Je voulais vous faire noter, mais ce ne sera pas possible. Donc vous avez le point 1 par groupe de 4, essayez forcément en solo. Point 2 sur une feuille, estimer les tranches d'âge, ça vous pouvez toujours le faire. Et point 3, notez sur une feuille comment s'est passé ce travail de groupe, aide, aviez-vous le même avis directement, etc. Forcément là, ce ne sera pas possible vu que vous le faites en solo. D'accord? Donc voilà, mettez en pause et on y revient. Alors je vais partir du principe que vous avez mis pause. Et donc nous revenons sur les stades du développement. Donc la pensée se construit par de grandes étapes qu'on a appelées, selon Piaget, les stades. D'accord? Donc un stade doit avoir lieu avant qu'on puisse passer à un autre, selon Piaget, je parle bien, d'accord? Il s'agit donc d'un modèle d'escalier. Il faut savoir faire certaines choses pour pouvoir augmenter dans l'apprentissage, que l'intelligence se construise, d'accord? Donc l'intelligence se construit petit à petit et se caractérise par la modification de la vision du monde au fur et à mesure que l'enfant avance en âge. Et donc on a le premier stade sensorimoteur. Alors c'est de la naissance à environ 2 ans. Donc vous avez la réponse. Le bébé développe son intelligence avant l'apparition du langage par l'action. Donc vous avez lu ça. S'il développe ses capacités sensorielles et motrices, il va manipuler les objets et faire la différence entre une personne et un objet. De plus, voilà, on est dans une passade, un stade tout simplement, où le bébé ne peut pas penser. Donc quand un objet n'est plus là, c'est qu'il a disparu. Et c'est vers 1 an que l'enfant prend connaissance de la notion de permanence de l'objet. C'est-à-dire que l'objet ou la personne continue d'exister quand elle n'est pas dans la même pièce que lui. Donc vraiment, c'est vers 1 an que le bébé va se dire « Ah oui, si maman n'est plus dans la pièce, c'est pas qu'elle a disparu, c'est simplement qu'elle est peut-être en train de faire à manger à côté. » Vers 2 ans, l'enfant va déjà commencer à avoir des représentations mentales. C'est-à-dire qu'il commence à penser à un objet ou à une autre personne en son absence. Ensuite, on va avoir le stade préopératoire, de 2 à 7 ans. Alors pourquoi? Parce que l'enfant a accès au langage, plus ou moins vers 2 ans, et il peut penser à ses gestes, puisqu'il a commencé à penser à ses représentations mentales, donc à un objet ou une personne en son absence, il va pouvoir commencer à imaginer ses gestes dans sa tête sans pour autant les réaliser. Par contre, il n'arrive pas à comprendre que les autres n'ont pas la même manière de penser que lui. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, que je ne vous demande pas forcément de retenir le nom officiel, c'est de comprendre que c'est pas parce que là j'ai envie d'un chocolat que toi en face de moi tu sais que j'en ai envie d'un. Et que tu n'as peut-être pas envie d'un chocolat non plus, tu as peut-être envie de chips toi. Voilà, ça c'est la théorie de l'esprit. Donc c'est le fait que l'enfant n'arrive pas à comprendre que les autres ne pensent pas à la même chose que lui au même moment. Ensuite, on passe au stade opératoire concret. Et c'est justement à cette limite de 7 ans que cette théorie de l'esprit, le fait d'apprendre que la personne en face de soi n'a pas la même chose en tête que nous, va se mettre en place. Donc il mobilise ses structures mentales et développe sa réflexion. Il peut maintenant envisager que tout le monde ne partage pas son point de vue. Il commence à procéder également à des opérations mentales, comme par exemple les additions mentales. C'est pas pour rien que ça correspond, regardez, 7 à 12 ans, à l'âge de l'enseignement primaire, où on commence à faire des calculs mentaux. Alors, par contre, il a encore besoin de supports concrets en ce qui concerne son raisonnement. Réfléchissez tout simplement. On commence à avoir des opérations mentales, donc à faire des calculs mentaux. Au début, vous faisiez des calculs mentaux, ou vos enfants, si vous avez des enfants, quand ils font des calculs mentaux, qu'est-ce qu'ils font encore au début? En première, deuxième, parfois troisième, primaire, peut-être 4, ça n'a pas d'importance, ça va disparaître avec le temps. Mais ils vont utiliser des jetons, ils vont utiliser des petites magnettes, etc. pour pouvoir comptabiliser. Donc ils vont avoir quelque chose de concret à manipuler. Donc ils ont encore besoin, à ce moment-là, d'un support concret pour tout ce qui concerne leur raisonnement. Ensuite, on va passer au stade formel, de 12 à 16 ans. L'adolescence, l'entrée au secondaire. Et donc, c'est le dernier stade, selon Piaget. Je dis bien selon Piaget, parce que d'une personne à l'autre, ce n'est pas forcément le cas.
l'adolescent manie des opérations mentales et raisonne sur de l'abstrait. Donc il n'est plus obligé de passer par du concret. D'accord? Alors, ça, ce sont les stades du développement de Piaget. En plus des stades du développement, on a vu dans la petite intro qu'il avait également travaillé sur la théorie de l'apprentissage, pour laquelle je vais vous faire une deuxième petite vidéo parce que j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop long. Donc à tout de suite.